Bonjour à tous, on est ravis d'être avec vous aujourd'hui avec Cédric pour vous parler de notre masterclass L'appétit vient en créant, et c'était aussi pour le choix horaire. On vous remercie d'être là puisqu'on sait qu'à 13h c'est pas facile après la plénière. Pour nous aujourd'hui, l'objet, on va dire, vraiment de cette masterclass, c'est à l'ère où on a une explosion des formats, des volumes, des plateformes. On a vu qu'il y avait une augmentation de plus de 45% de consommation de contenu depuis le Covid, tout format et broadcaster confondus. Et bien justement, comment est-ce qu'on peut arriver à prendre sa place, à émerger face à ces utilisateurs qui sont surexposés à 1 milliard de messages publicitaires, en créant mieux, mais surtout différemment pour arriver à gagner beaucoup plus d'émotions, d'impact et in fine de business. Effectivement, aujourd'hui, la question, elle est clairement sur l'émergence. Comment j'émerge? Parce que, au-delà d'émerger auprès de votre, j'ai envie de dire, au sein de votre concurrence, directe, voire même indirecte, finalement, la concurrence aujourd'hui, elle se place de manière assez différente sur aussi les amis, les gamers qui vont être à la fois sur les réseaux sociaux, qui vont être sur toutes ces plateformes de gaming, mais aussi finalement aujourd'hui les médias, les broadcasters qui redoublent finalement de créativité, d'inventivité pour créer un contenu qui est hyper intéressant et qui permet véritablement pour eux d'émerger. Donc vous, aujourd'hui, en tant que marque, et nous, en tant qu'agence, comment on fait pour finalement émerger et intéresser les gens? Donc finalement, l'enjeu, il est clairement sur cette notion d'attention. Comment je vais, petite référence historique, mais prendre un bout de cerveau, en quelque sorte, aux utilisateurs, aux consommateurs, aux gens d'une manière générale, pour faire en sorte de pouvoir les faire rentrer demain dans un funnel de conversion. On le sait, on vous l'a déjà dit, il y a 1 milliard de data sur le sujet, qu'il y a énormément de messages. Ça, on parle de messages dits publicitaires. Je ne vous parle pas des autres messages qu'on peut avoir d'un point de vue peut-être un peu plus personnel et autres. Donc du coup, finalement, nous, ce qu'on se dit, c'est que comment on va dépasser peut-être les logiques de bénéfices qu'on entend aujourd'hui. On se dit qu'on va faire toujours un pas entre le bénéfice émotionnel, le bénéfice rationnel, et finalement, comment on va peut-être pas aller tirer un territoire de l'émotion. Comment on va peut-être se dire que si le vrai intérêt pour pouvoir avoir une place dans l'esprit du consommateur, ce serait pas l'émotion et cette trace émotionnelle qu'on doit laisser dans l'esprit pour le faire entrer dans ce funnel de conversion et aller jusqu'à l'achat, et après, j'ai envie de dire, délivrer l'ensemble des messages qu'on a envie de délivrer. Et donc du coup, on sait que pour préempter ce morceau de cerveau, l'intérêt c'est véritablement d'utiliser l'émotion, parce que c'est là où il y a une meilleure reconnaissance à la marque, et donc reconnaissance à la marque veut dire mécaniquement considération, et donc être justement dans cet acte de conversion vis-à-vis des humains, j'ai envie de dire, et de vos clients et de vos cibles. Parce que pas d'émotion, pas de business. Y a quelque chose que j'aime à me rappeler un petit peu systématiquement, c'est de se dire que l'argent ne fait pas d'idées, mais les bonnes idées font de l'argent. Et du coup, dans notre manière de créer pour parler à nos consommateurs, comment est-ce qu'on peut arriver à se mettre dans cette peau-là, dans ce mindset-là? Et il y a cette citation de Maya Angelou que nous, on aime beaucoup à l'agence quand on développe des campagnes, gardez en tête. Maya Angelou, donc, qui est une écrivaine et activiste américaine que vous devez connaître, et qui dit « Les gens oublieront peut-être ce que vous avez dit, mais ils oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. » Et du coup, le pouvoir de faire ressentir des choses à vos consommateurs, d'arriver à connecter avec eux et de leur raconter des histoires créatives, engageantes, mais surtout qui leur fait vraiment sentir quelque chose et qui les marque, est beaucoup plus puissant qu'un message publicitaire qui est juste bien matraqué en médias. Et donc nous, ce qu'on essaye de travailler toujours à l'agence chez nous, c'est de se dire comment on peut embrasser ce pouvoir des émotions pour créer ce qu'on appelle du smart content, donc des campagnes beaucoup plus intelligentes pour justement être beaucoup plus playful, impactant, authentique, mais aussi performant at the end. Et donc, notre baseline, elle le dit un peu par elle-même, notre motto, c'est « Let's create campaigns and content that makes people feel ». Comment on peut créer un terrain de jeu pour les marques, donc non pas de parler de territoire de marque, de brand territories, mais plutôt de brand playgrounds, et ouvrir, on va dire, ce terrain de jeu avec nos marques qui peut durer dans le temps et qui n'est pas figé comme dans les communications traditionnelles pour justement engager différemment avec nos consos. Parce que oui, pour nous, comme le disaient donc les humains, les gens, les consos, peu importe comment on veut les appeler, et les marques, ils doivent pouvoir jouer ensemble. Fini les messages top-down, ils doivent être égaux aujourd'hui à travers toutes les plateformes qu'on a. Et du coup, comment est-ce qu'on peut développer ces relations où finalement marque et consommateur arrivent à rire ensemble, frissonner ensemble, jouer ensemble, se challenger, mais aussi se soutenir mutuellement?
Et donc du coup, on va vous présenter en tout cas quelques cas issus de chez nous, mais aussi issus de l'industrie, parce qu'il n'y a pas que nous qui faisons des belles choses, et qui nous paraissent intéressantes de vous présenter aujourd'hui pour, je dirais, ouvrir les chakras. C'est l'objectif du jour. Le premier exemple, c'est un événement interne pour des commerciaux. Donc là, on se dit, mon Dieu, ça va être super boring, on va avoir 3 jours de presse avec des slides mal présentés. Et ben finalement, c'est donc pour ASICS, ce qu'on a fait, c'est que on a été jusqu'à prendre les codes du B2C finalement, prendre les codes justement de ce qui se fait sur l'industrie du sport. Et bah du coup, ce qui se fait sur Nike Plus ou autre, et bah c'est des challenges. Donc c'est un challenge d'e-sportif, à la fois physique et digital. C'est aussi un challenge qui avait été intellectuel pour justement quand même un tout petit peu, enfin intellectuel peut-être un bien grand mot, mais en tout cas quelque chose pour faire en sorte qu'il y ait des messages qui soient passés au travers de ça et sur la connaissance du marché. Et à la fin, le reward, c'était des NFT. Et 3 NFT, donc là on vous en présente 2, mais 3 NFT, donc totalement animés par nos 3Distes à l'agence, faites vraiment in-house, qui du coup étaient à gagner. Et là, en fait, ce qui était hyper intéressant, et même ASICS n'a jamais eu un aussi bon événement interne, j'ai envie de dire, dans la mesure où ça crée un sentiment réel de fierté, ça valorise finalement même après d'une audience qu'on pourrait se dire acquise, elle ne l'est absolument pas, mais en tout cas, ça nourrit véritablement un sentiment de fierté et donc de rétention. Et donc, du coup, en utilisant ces codes de l'entertainment qui sont pour le coup très connus du grand public, comment on les fait vivre au sein de l'entreprise pour continuer à finalement avoir du fun quand on travaille. Et juste pour compléter là-dessus, nous, quand on développe, on se dit, OK, on pense pas B2B ou B2C, mais ce qu'on appelle H2H, human to human, et de se dire, en fait, peu importe que ce soit du corpo pour aller cibler les gamers, pour aller cibler les millennials, une audience large de mass market, finalement, peu importe, comment est-ce qu'on arrive à toucher les gens. Et du coup, cet exemple, il est assez smart là-dessus, c'est que du coup, les employés même de la marque se sont sentis vraiment intégrés d'une manière complètement autre dans la campagne, puisqu'en fait, c'était eux, finalement, notre audience ultime. Un autre exemple que nous on aime beaucoup, alors j'ai travaillé 2 ans pour Toyota et Lexus, donc du coup je suis plutôt à l'aise avec le sujet, mais voilà, la voiture électrique, grande bataille, énormément de millions investis, voire sans doute de milliards investis en médias, d'une manière générale, et comment on fait pour émerger sur ce marché de l'électrique, au-delà de l'aspect purement fonctionnel que représente l'électrique et son bénéfice, et finalement l'idée qu'ils ont eue c'est de créer et de dramatiser, c'est une idée totalement antinomique finalement, de dramatiser le silence à travers le son. Et comment on fait pour dramatiser le silence à travers le son ? Et bien, du coup, on va raconter les histoires, la petite histoire derrière les silences de l'histoire, derrière les silences du sport, avec la voix de Guillaume Canet. Une expérience vraiment, en tout cas sonore, totalement immersive, qui fait finalement ressentir quelque chose d'hyper fort, d'hyper profond, et qui crée un lien à la marque et qui associe le bénéfice ultime du silence à la marque Audi sur un territoire où du coup tout le monde a des parts de voix hyper fortes. Donc on aime vraiment beaucoup cet exemple. Autre exemple qu'on trouve intéressant, qui est une campagne qu'on a développée pour Shiseido. Donc Shiseido, marque de luxe de beauté, à l'occasion du relancement d'une de ses gammes de produits Essential Energy. Et c'est important juste pour vous donner le contexte. Donc on est vraiment dans un ADN japonisant, le bienfait même de l'hydratation dans la peau, c'est comme une stimulation des fluides et des réseaux de toute la peau et de tous les vaisseaux sanguins justement pour éviter d'avoir nos premières rides. Et donc le challenge pour nous, c'était de se dire OK, on sort du Covid, est-ce qu'on a encore envie de faire une énième campagne avec une égérie, qui a un beau produit, qui aura un beau résultat peau et qui finalement peut aussi se fondre un petit peu dans la masse que tout ce que la marque produit déjà avec toutes ces autres marques. Et donc on s'est dit comment est-ce qu'on peut détourner le problème et au contraire se dire comment connecter une marque de luxe qui n'engage pas particulièrement avec son audience pour arriver justement à développer une campagne purement d'engagement versus une campagne plus top-down d'image qu'elle avait l'habitude de traiter. On a donc lancé
lancé un challenge. Donc là, un challenge assez différent. On s'est dit, OK, allons recruter à travers le monde 10 skinfluencers, donc vraiment des influenceurs spécialisés dans le skincare. Et on va leur lancer un challenge et on va les inciter à lancer ce challenge à leur communauté. L'idée, c'était pas juste de mettre entre les mains d'influenceurs un produit et de les inciter à parler de celui-ci, c'était d'aller bien plus loin et au contraire de promouvoir un petit peu le bien-être de la tête, de la peau, du corps. Et donc, effectivement, ça se verra à l'extérieur. Donc pendant 4 semaines, on leur a envoyé une boîte dans laquelle il y avait évidemment des produits et chaque semaine, elles devaient remplir des checklists avec leur communauté dans ce challenge. Et donc au fur et à mesure des semaines, donc la première semaine, c'était se sentir mieux dans sa tête, la deuxième, c'était se décharger de sa charge mentale. Donc il y avait un petit peu ces paliers à passer jusqu'au moment ultime du reveal final. On a eu une performance assez dingue en organique puisqu'il n'y a pas eu de médias attribués à cette campagne. Donc il y a eu un taux d'engagement de dingue, ça a vraiment hyper bien engagé. Il y a eu beaucoup de consommatrices à qui on a dû envoyer massivement des samplings pour qu'elles puissent continuer le challenge avec nous tout au long de ces 4 semaines. Et à l'issue de celui-ci, on s'est dit, OK, et pourquoi ça ne deviendrait pas nos ambassadrices de marque? Pourquoi elles ne pourraient pas aussi être demain notre campagne d'image? Et donc, un petit peu comme un reward à cet événement, on les a toutes invitées à se regrouper lors d'un shooting qu'on a réalisé sous l'eau pour justement parler de notre Big Idea campagne qui était Inner Flow, Outer Glow et du coup de donner sens, même à travers l'influence et un challenge, à une histoire de marque du début à la fin. Je vous partage le case tout de suite. Donc voilà, une belle campagne en tout cas, où on a eu beaucoup d'engagement et beaucoup de bons feedback qui a été lancé du coup assez récemment. Et sans transition aucune, je vous parle dans un tout autre registre d'une autre campagne qui est quand même hyper intéressante dans la manière de se dire comment avec 0 € en médias on peut arriver à toucher les gens et à justement engager massivement. Et pour ça, je vais vous parler d'une campagne de Pornhub, donc Pornhub que vous devez tous connaître, qui a créé le porno le plus sale du monde. Le concept hyper simple, 2 célébrités dans le porno, que je ne connaissais pas personnellement avant cette campagne, qui font donc des scènes pornographiques sur une plage la plus polluée de la planète. Le principe était simple, attiser la curiosité des viewers et de dire que même dans cette industrie, on doit quand même faire attention à la planète. Et pour chaque vidéo vue, Pornhub s'engageait à reverser 1 € à une association qui venait nettoyer les océans. D'une manière assez simple, et peu importe ce qu'on pense de l'industrie du porno, l'idée c'est de se dire comment est-ce qu'on peut quand même créer d'une manière un peu moins top-down une cohésion d'action pour arriver justement à driver beaucoup plus d'émotions, de curiosité et à prouver une histoire plutôt que de la décréter ou la raconter. Et ici, ils ont même été un peu dans la merde, sans vouloir être grossière, puisque finalement, ils ont eu plus de 22 millions de vues
Donc sachant que c'était 1 euro la vue initialement, ils ont même été obligés à un moment donné de se dire ok, il faut qu'on mette une barrière, il faut qu'on arrête la diffusion du film parce qu'en fait ça a atteint un pic tel que ça devenait un vrai investissement massif pour eux. Mais une mécanique encore une fois qui était quand même intéressante à vous partager. Et un peu dans la même veine, l'exemple d'Yves Rocher avec Minecraft sur comment est-ce qu'on peut aller aussi tacler des nouvelles communautés qui nous connaissent pas forcément ou en tout cas qui n'ont pas un intérêt particulier avec nous comme la marque Yves Rocher. Et donc comment est-ce qu'on peut arriver à connecter ces gens ensemble pour la bonne cause. Et donc Yves Rocher a fait un petit peu le même principe sur la plateforme Minecraft. Pour chaque arbre planté dans le jeu, Yves Rocher s'engageait à planter un arbre dans la réalité. Ils ont été un peu plus malins que Pornhub, ils avaient mis quand même un seuil à 100 000 arbres au moment de diffuser, et heureusement, puisqu'il y a eu un engouement tel, finalement, que les joueurs ont commencé à planter des forêts entières dans tout le jeu, et donc, encore une fois, une belle action entre URL et IRL qui a bien marché. Et du coup, investir le gaming, je pense que c'est un enjeu pour beaucoup de gens. On a quelqu'un de chez Twitch au fond de la salle, donc on sera ravis, on espère qu'on ne va pas dire de bêtises. Mais clairement, je pense que toutes vos agences médias vous ont déjà dit qu'il fallait investir sans doute le gaming et que quoi qu'il arrive, qu'on soit chez Bonduel ou chez Pierre Fabre, finalement, il doit y avoir une partie de votre audience qui est, qui est sur le gaming. Et donc, du coup, Lexus a eu ce même enjeu. Et comment on fait pour aborder le gaming? En tout cas, une des meilleures manières qui soit, c'est finalement de s'associer, en tout cas en partenariat avec un streamer et avec une streameuse en l'occurrence, pour finalement se dire, OK, on va leur mettre dans les mains la possibilité de créer une voiture Lexus dédiée au gaming pour pouvoir l'investir et se créer cette crédibilité au sein de cet univers auquel on n'a jamais parlé. Et ils ont réussi, donc elle a, je crois, une communauté d'un peu moins d'1 million de personnes au moment du lancement. Elle a eu plus de 550 000 personnes qui ont participé à justement l'élaboration de cette nouvelle Lexus dédiée au gaming. Et 5 mois plus tard, Lexus a véritablement lancé, et là encore, avec cette streamer, la Lexus dédiée au gaming. Donc voilà, c'était en tout cas un des premiers pas, et je crois leur premier pas, dans cet univers pour pouvoir se créer cette légitimité et rayonner de manière plus large et véritablement connecter avec une nouvelle audience pour eux. Donc voilà, donc là c'était quelques exemples qui nous paraissaient intéressants, qui ouvrent les chakras, qui sont sur différentes industries, différentes mécaniques, différents objectifs. Et donc finalement, comment on va faire chez nous, en tout cas chez 87, comment on va faire et concrètement tout ça. Donc on a, au fur et à mesure du temps, développé un concept, en tout cas une méthodologie même, l'Atawadak, qui est véritablement comment on va pouvoir produire, créer un contenu qui va parler au plus grand nombre, tout en les touchant véritablement personnellement et en laissant cette trace émotionnelle. Comment, at any time, anywhere, any device et any culture, on va pouvoir véritablement donner du sens à vos actions et prendre cette part de cerveau. Et nous, ce qu'on se dit, c'est que finalement, vous l'avez peut-être entendu dans d'autres agences d'une manière peut-être aussi différente, mais nous, ce qu'on pense véritablement, c'est qu'il faut casser en quelque sorte les codes et les barrières. Aujourd'hui, finalement, on va peut-être plus parler à des communautés qu'à des nationalités. Je pense qu'on peut être clairement beaucoup plus en lien et avoir beaucoup plus je dirais, d'affect et de choses qui nous rassemblent avec quelqu'un placé en Inde qu'avec son propre voisin. Et donc ça, il faut pouvoir identifier les habitudes, les moments, les usages et comment ils vont réagir à partir de ça pour faire en sorte que ce contenu puisse fonctionner le plus possible. Parce que là encore, ça va être entre Lille et Marseille, hein, on n'est pas obligé de passer si loin au-delà des frontières, mais voilà. Pour du coup, et se dire que finalement, là encore, on va peut-être pas se dire c'est quoi notre promesse, mais finalement, c'est quoi l'émotion qu'on va laisser? C'est quoi cette émotion qu'on va mettre dans l'esprit du consommateur pour pouvoir le hooker, pour pouvoir faire en sorte qu'il puisse rentrer avec nous dans ce funnel de conversion? Et donc, du coup, nous, chez 87, on est un modèle totalement hybride dans les agences. On est un modèle de création et de production. Donc c'est pas un modèle, je dirais, dit traditionnel. On maîtrise la chaîne de valeur à notre échelle, où on a véritablement l'ensemble des équipes créatives qui vont travailler directement avec les équipes de production. Donc même en phase de pitch, en phase de présentation, on arrive avec des choses hyper concrètes. Et aussi, on a cette force, donc cette multiculturalité finalement de talents qui vont pouvoir créer cette émulation en interne, mais il y a aussi des multiculturalités en termes de background. C'est qu'aujourd'hui, on a des gens qui sont dans nos
équipes de post-prod qui sont des anciens youtubeurs. On a véritablement des gens qui viennent d'ailleurs, du monde. Et donc, du coup, ça permet de créer quelque chose où on va masteriser vraiment la création et la production pour pouvoir essayer de trouver un endroit et un terrain de jeu où on va pouvoir s'amuser, où on va pouvoir justement créer cette émotion qui va pouvoir faire... Parce que l'émotion, elle peut être soit dans l'exé, soit dans le fond, soit dans le message, soit dans plein d'autres choses. Donc, et on va justement voir juste après avec Chloé à quoi tient cette émotion et comment on la traque finalement et comment on s'assure qu'elle soit bonne. Parce que oui, vous vous dites, les émotions, c'est assez subjectif, ça peut vite être aussi du bullshit, et on ne parle pas forcément de faire pleurer les gens ou les faire s'esclaffer. Donc comment nous, est-ce qu'on arrive à mesurer cette émotion et cette trace finalement émotionnelle qu'on arrive à laisser au travers de nos campagnes? On a pour ça un partenariat avec Feeling, qui sont, si vous préférez, des experts entre des geeks en intelligence artificielle et des anciens psychologues qui travaillaient entre autres pour des gros instituts de tests Cali et Canty pour des gros groupes. On a développé du coup une analyse émotionnelle, un outil d'analyse émotionnelle via mobile, utilisant de l'intelligence artificielle. Pour vous dire d'une manière assez simple, on crée un cluster d'audience ensemble entre la marque, l'agence et Feeling. On crée donc le cluster n'importe où dans le monde. Il peut être développé en 48 heures. Le consommateur va recevoir sur son mobile directement, donc on ne l'amène pas dans une salle, il n'est pas préconçu, il n'y a personne qui vient lui raconter une histoire, il regarde simplement la campagne sur son mobile, la campagne ou le storyboard ou peu importe l'asset social. Et immédiatement, il va y avoir une analyse de tracking du coup sur le visage. Donc dans un premier temps, un tracking au niveau des yeux et de pupillométrie qui va pouvoir vraiment détecter où se porte le regard pendant l'ensemble de la campagne. Est-ce que finalement on se rend compte que les gens sont désintéressés? Est-ce qu'il y a des pics en fonction de l'âge, de la culture, peu importe, et de pouvoir du coup mesurer la mémorisation. On a également des analyses d'expression faciale et comme je vous le disais, tout le monde ne s'esclave pas à pleines dents devant une campagne et c'est pas grave. L'idée c'est au contraire d'analyser toutes les micro-émotions et les micro-rictus d'expression du visage qui en disent long finalement quand on regarde un contenu et dont soi-même on ne se rend pas forcément compte quand on nous pose la question. Et enfin, pour compléter ça, on combine à la fois de la data physiologique avec un questionnaire déclaratif pour avoir vraiment l'ensemble le plus complet possible. Une fois que la personne est exposée du coup à cette pub directement sur son téléphone, et comme je vous le disais en conditions réelles, 80% des personnes interrogées regardent les campagnes aux toilettes quand elles font les tests. Donc pour vous dire qu'on n'est pas du tout dans un truc, on n'est pas assis face à un ordinateur, on est vraiment dans de vraies conditions. Et on obtient trois types de data et trois types de données très intéressantes pour nous. La première, c'est la vidéo heatmap. La vidéo heatmap, c'est quoi? Ça va être vraiment le tracking du regard et les zones où il y a une perception plus ou moins positive et négative tout au long de la campagne. Donc on peut savoir très facilement si on est passé à côté de votre branding, si jamais on a loupé le message clé, si le consommateur a été perdu à un moment donné parce qu'il y avait trop d'informations pour lui. Donc là, vraiment, l'objectif pour nous, c'est de pouvoir se dire comment est-ce qu'on peut améliorer la délivrance des messages. Dans un second temps, on travaille la rétention. On a cette courbe que vous voyez sûrement pas très bien, mais qui nous donne en tout cas vraiment l'analyse émotionnelle tout au long du parcours de la vidéo. Et donc, en le traquant ensemble, en symbiose entre la heatmap et la courbe de rétention, ça nous permet aussi de voir quand est-ce que la personne a décroché. Pourquoi est-ce que potentiellement, à ce moment-là, il y a eu un pic de négativité et donc ça laisse une trace plus ou moins négative. Et enfin, on a, comme je vous le disais, le survie qui nous permet aussi de pouvoir revoir et améliorer la brain recognition. Au global, les résultats sont beaucoup plus agiles et rapides que dans des tests traditionnels. On dit qu'en principe, entre la création du pool jusqu'à finalement l'analyse finale des données, on a une semaine maximum. Ce qui nous permet aussi de pouvoir utiliser, on va dire, cet outil à plusieurs phases dans la phase de conception et de création. En temps 1, la phase de conception et de storyboarding. Moi, je suis créative, je ne suis jamais fan de tester des storyboards ou des idées parce que je pense qu'il faut les voir porter, mais beaucoup sont aussi rassurés de pouvoir se dire ok, quelle est la perception d'une manière globale d'un consommateur qui doit se projeter certes, mais qui peut déjà avoir, on va dire, un feeling vis-à-vis d'une idée et des ressentis assez forts. Deuxième phase hyper importante, ça va être la phase d'editing de toute la campagne. Ok, est-ce que mes assets y performent? Est-ce que je laisse la bonne trace émotionnelle que j'ai envie de donner? Est-ce que finalement j'ai bien travaillé ma mémorisation? Est-ce que mes messages clés sont bien délivrés? Ça nous permet aussi de pouvoir réajuster le tir d'une manière du coup très agile et efficace
efficace chez nous. Et enfin, évidemment, le test ultime avant d'appuyer sur le bouton pour lancer la campagne et bien s'assurer que tous les messages et objectifs sont délivrés. Voilà, c'était notre masterclass avec Chloé. Donc, si vous avez des questions et si vous avez envie de faire ressentir des émotions, on est à votre écoute pour vous y aider. Ça, c'est vraiment, du coup, pour que vous sachiez, Feeling, c'est vraiment notre institut partenaire qui sont vraiment, eux, toute la partie technique et le cerveau autour de toutes les technologies d'intelligence artificielle. Donc, mais on pourra complètement se catcher à notre stand DataWars et justement vous mettre en contact et pour avoir plus de détails là-dessus. L'intérêt, c'est de garder un peu d'impartialité. Hein, c'est pas chez nous. Ils ne sont pas acquis à notre cause obligatoirement, mécaniquement. Qu'il y a d'autres questions? Oui, tout type de contenu. Ça peut être aussi du print, du POS, ça peut être vraiment... Ouais, exactement. Ouais, après, en termes du coup de data, on n'aura pas une vidéo heatmap, mais il y aura quand même les zones exactement où se porte le regard, quelle émotion on a ressenti. Mais c'est sûr que c'est plus immédiat sur des choses plus statiques, par exemple. Alors, combien de temps pour du coup la réalisation d'une campagne? Là, ça dépend effectivement si c'est une grande, longue campagne ou si c'est effectivement des campagnes plus immédiates. On va être soit dans la réactivité, par exemple, on travaille énormément pour Grand Frais sur le social media avec eux, donc on va à la fois du coup être sur des temps longs parce qu'on est sur un système de saga, mais on va pouvoir à partir de la matière qu'on a être très réactif sur des enjeux très saisonniers pour eux, par exemple, à partir de cette matière et pouvoir leur proposer du contenu quasiment en temps réel. Mais après, par exemple, on travaille sur Vichy en ce moment pour 2 grosses campagnes internationales sur Suncare pour l'année prochaine. Finalement, on est sur des temps très longs parce que la campagne est aujourd'hui tournée, mais du coup, elle ne sera diffusée que l'année prochaine. Donc, je pense que ça dépend du scope, vraiment, du scope de travail. Après, quand même, on est beaucoup plus agile, on va dire, qu'un processus d'agence traditionnelle, dans le sens où on a dès la phase de briefing, nous, en interne, les créatifs, la stratégie, la créa, la prod et la post-prod qui est impliquée un peu en synergie dès le départ. Donc tout de suite, personne, il n'y a pas un monteur à la fin qui récupère un film dont il n'a jamais entendu parler de sa vie et dont il n'est même pas au courant de ce qu'on a tourné. On a déjà des synergies avec la production, à savoir un réalisateur qui peut être aussi avec les équipes créatives pour développer toute la campagne dès la phase de briefing numéro 1. Donc on a quand même des temps plus courts en conception créative et en production, ça c'est sûr, et en post-prod aussi, puisque tout est chez nous. Après, c'est dur de quantifier en fonction du client, c'est vrai que ça varie vachement. Des exemples de campagnes, justement, où vous avez rechallengé des idées liées justement à cette IA pour générer plus d'émotions, ou même peut-être que vous avez abandonné une idée créative pour repartir sur autre chose parce que l'émotion n'était peut-être pas suffisamment enlevée. Ouais, alors il y a 2 campagnes sur lesquelles ça arrivait chez nous. Une campagne Legrand. Je ne sais pas si vous connaissez, sûrement vos prises électriques sont des Legrand. Et donc, c'était une campagne pour des nouveaux interphones connectés de la marque, pour un lancement en plus à travers plusieurs pays. Et initialement, la campagne était quand même axée assez B2B. On a voulu l'ouvrir en se disant justement dans notre stratégie de faire vivre des émotions aux gens, que ce soit pour les installateurs, que ce soit pour les agents IMO des grands buildings qui vont installer ces interphones connectés. Peu importe, on parle à des hommes. Et donc, soyons vraiment, on avait voulu avoir un axe assez fun. Donc, on a créé une web-série en 3 épisodes avec beaucoup d'humour
Et on a testé la campagne et dès le départ, on s'est dit ok, il y a des moments où on a des pics de rétention. En fait, c'est peut-être le cran de trop qui fait qu'on devient dans un humour qui plaît pas forcément, ou alors on se rend compte que tel personnage ou tel personnage entre un homme ou une femme qui va dire peut-être la même chose mais de deux manières différentes, il y a un impact très différent. Donc on a revu complètement les montages suite à ce test, justement pour être sûr et s'assurer d'avoir une bonne mémorisation et d'avoir une perception toujours positive à la fin de la campagne et de bien garder l'attention de l'utilisateur. Autre exemple qu'on a fait plus récemment, donc là c'était pour le marché belge, pour des paris sportifs en ligne avec Ladbrokes, où encore une fois, là on était dans un ADN, on va dire bien fun dans le ton, donc les limites un petit peu vraiment décalées, et on s'est dit ok, jusqu'où est la limite ? Jusqu'où est la limite pour faire un truc dont on se souvient, qui va vraiment se distinguer des autres marques de paris sportifs qui ont déjà un petit peu ce ton de voix et qui hackent les conversations quand même à des temps forts sportifs. Et là, encore une fois, ça nous a permis aussi de réajuster le curseur et de pouvoir se dire à l'édit, ok, peut-être qu'en A/B test, on teste 2 films assez différents et on voit où le curseur maximal peut aller et quelle est la meilleure mémorisation pour la marque. Donc oui, on pourra vous partager plus en détail également si vous voulez voir un petit peu à quoi ressemblent les résultats des tests d'une manière assez tangible. D'autres questions? Non? Ah oui. Alors en fait, avec eux, l'idée c'est que nous, avec la marque, on va vraiment essayer de travailler quelle est l'audience qu'on a envie de travailler ou même notre target audience qui n'est pas forcément la même. Donc on va vraiment l'élaborer nous autour d'un brief assez cadré avec la marque avec laquelle on travaille et on brief ensemble Filine justement pour qu'ils constituent ce pool d'audience. Eux, ils ont des gros réseaux. En fait, ils faisaient vraiment partie des tests quali, quanti qu'ils peuvent faire avec des grosses marques comme L'Oréal, etc. Et donc, ils viennent vraiment de cet ADN-là et de ce réseau-là, et donc ils constituent d'une manière très rapide ces pools d'audience, un peu de la même manière qu'on le ferait dans la vraie vie via les tests quali, mais par contre complètement digitalisés. Donc ils ont beaucoup de données et on a quand même des pools d'audience assez rapidement. Il y a certains pays où c'est un peu plus compliqué parce que peut-être qu'ils ont moins, on va dire, ils ont moins d'audience initialement dans certains clusters de pays, mais c'est quand même, nous au global, on n'a jamais eu de problème pour le moment pour constituer les audiences facilement. Ouais. Non. Là, encore une fois, ça dépend. Si jamais, par exemple, en stade de storyboarding, on veut quelque chose de plus léger, on n'a pas envie de rentrer dans un Barnum ou quelque chose de plus coûteux, mais qu'on veut quand même avoir un petit peu l'attention du marché, on va faire des panels avec des centaines de personnes. Si jamais on va lancer une grosse campagne de mass média anti-VC, on va, dans ces cas-là, grossir les panels à des milliers de personnes. Faut justement pouvoir savoir jouer avec les codes et trouver ce point de rencontre en fait finalement et avoir une vraie proposition. Ce qu'on voit, c'est que quand Lexus le fait, c'est pas Lexus le fait pour juste faire une publicité et poser son 30 secondes. C'est qu'ils se disent ok, on a envie de se connecter avec vous, on va le faire avec vous. Quand Yves Rocher le fait, c'est sur un purpose. Donc c'est du coup quelque chose qui a plus d'intérêt pour le consommateur et qui permet de créer cette connexion. Effectivement, y aller juste pour vendre, je dirais un yaourt, ça va peut-être être un peu plus compliqué. Mais ça peut être autre chose autour sur la marque en tant que telle et justement sur cette émotion. Donc, il y a à la fois le jeu avec les codes, de savoir utiliser bien la plateforme, de savoir en tout cas comprendre comment elle fonctionne. Mais en tout cas, c'est effectivement, je pense que c'est une vraie question de compréhension des codes et de trouver ce point de rencontre qu'on veut créer. Et par exemple, Lexus, là, c'est pas Lexus qui a communiqué dessus. Ils ont fait ce partenariat avec une streameuse et c'est elle qui a pris la parole. Donc c'est aussi le risque de se dire, ok, porte ouverte à ce que... c'est ça aussi, il faut oser en tant que marque se dire, ok, on laisse à un moment donné une partie de moi à quelqu'un, c'est un peu immaîtrisé, c'est du live, il se passe beaucoup de choses. Mais c'est aussi le jeu quand on veut avoir du coup un contenu et une campagne qui a du sens et qui justement vient pas complètement perturber l'expérience du gaming. Beaucoup des initiatives là qu'on a montrées sont
parfois partie un peu du test. On se dit, OK, on fait un pari, on essaye, on y va, et après, derrière, on voit ce que ça donne. Et en fait, il peut y avoir des choses qui ratent, hein, mais ça ne va pas tuer une marque, ça ne va pas tuer une entreprise. Mais par contre, ça peut pour le coup hyper performer. Et si on le fait avec justement un peu d'émotion, un peu d'honnêteté intellectuelle, on arrive finalement à avoir des choses qui fonctionnent hyper bien et qui développent véritablement quelque chose pour les marques. C'est ça qui, je pense, est vraiment intéressant. On nous fait des croix au fond de la salle, donc on va devoir vous laisser, mais merci encore à tous et on est disponible si vous avez la moindre question ou que vous voulez la moindre info complémentaire. Merci beaucoup. Bon appétit.